Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Pascal Deizaguirre. Bonjour. Vous êtes le PDG de Corsair, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Corsair, c'est 1,5 million de passagers par an à travers des vols vers les Caraïbes, vers l'Afrique. Vous êtes la deuxième compagnie aérienne française long courrier. Et ça fait donc, on est quasiment en mai, ça fait donc quasiment 2 mois que la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion est entrée en vigueur. La hausse, parce qu'elle existait déjà. Quels résultats vous avez vu, vous, déjà auprès des consommateurs? Est-ce que vous avez directement répercuté sur les prix? Quelle est votre analyse? Alors, d'abord, il y a eu une répercussion sur les prix. Ça, c'est clair que toutes les compagnies aériennes l'avaient clairement dit, elles ne sont pas en capacité d'absorber cette hausse de taxes vu les marges financières qui sont extrêmement faibles. Bon, il est un petit peu prématuré pour tirer un bilan. La FNAM a prévu de le faire, mais en septembre-octobre, puisque, comme vous l'avez rappelé, la hausse de la taxe est appliquée à partir du 1er mars. Bon. Néanmoins, ce que l'on peut redire, c'est que nous sommes opposés, le secteur aérien est opposé à cette augmentation de taxes, qui représente quand même pour le secteur aérien français 730 millions d'euros supplémentaires, dans un total de hausse de taxation d'1,330 milliard. Bon, ce qui me fait plaisir, ce sont les déclarations de Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui a déclaré lui-même que cette hausse de taxes, elle aura un impact négatif sur le secteur aérien et sur l'attractivité de la France. Et ce que nous attendons, c'est de voir les décisions d'allocation des compagnies aériennes françaises et surtout européennes et low cost en matière d'allocation de leurs sièges et leurs vols entre les différents Il y a eu des menaces marchés déjà européens. en disant, puisque c'est comme ça. Il y a eu des menaces et ce que nous constatons déjà, c'est un découplage entre l'évolution du trafic sur le marché français, parce que je vous rappelle qu'en 2024, on est encore à 3% en dessous du niveau de 2019. L'Allemagne qui taxe très fortement son secteur aérien était à moins 16, mais vous constatez que des pays qui taxent moins fortement leur secteur aérien, comme justement des grands pays touristiques comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou la Grèce, eux sont à des évolutions de plus 10 à plus 15. Donc vous faites une corrélation directe? Très claire. Extrêmement clair entre les évolutions du trafic. On constate que là, depuis le début de l'année 2025, le trafic stagne. Nous n'avons pas encore recouvré au niveau global le trafic de 2019, et alors que ces pays continuent à avoir de très fortes progressions. Mais sur les menaces de réallocation des lignes, de dire on fera moins de départs par rapport à Paris, je prends une compagnie comme la vôtre, c'est pas possible. Ah non, mais moi je suis totalement coincé, si vous me permettez l'expression. Tous mes vols partent d'Orly, et donc toutes mes destinations, donc je n'ai pas cette possibilité. En revanche, et c'est ce que nous plaidons justement, c'est que le pavillon étranger, lui, est très avantagé parce qu'il a des possibilités justement de réacheminer son trafic via d'autres aéroports, et c'est ce que nous appelons une marque de distorsion de concurrence. Il y avait ce projet sur la question de la continuité territoriale, de sortir les dom-toms pour justement qu'il n'y ait pas cette difficulté sur ces endroits particuliers. On en est où là-dessus? On en est que, comme nous l'avions dit d'ailleurs, cela est absolument impossible puisque l'Union européenne ne le permet pas. Donc cette hausse de taxes, elle s'est appliquée bien sûr à tous les départements et toutes les régions d'outre-mer qui la subissent, et ça nuit évidemment au principe de continuité territoriale. Sur la question de Mayotte, le président de la République y était ces derniers jours, vous avez une ligne, vous desservez... Bien sûr, nous sommes un des 2 transporteurs à desservir Mayotte, oui. Le trafic a repris normalement tel qu'il était avant le désastre. Alors, le trafic d'abord là s'est effondré dans les quelques semaines qui ont suivi le cyclone, et puis il est reparti là très fortement. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de flux de trafic administratif, de secouristes, de services d'État, et puis la population a dû s'organiser. Donc beaucoup de Mahorais doivent faire leurs courses à La Réunion, ont mis leurs enfants en scolarisation à l'île de La Réunion. Donc le trafic a repris. Nous avons d'ailleurs mis en place des vols supplémentaires à passagers. On a mis en place des vols fret supplémentaires, d'ailleurs, que nous avons fait à marge nulle. Enfin, on se tient aux côtés, la population à la mahoraise, parce qu'on se veut une entreprise citoyenne. Sur les questions des taxes, là, désormais, il faut penser au prochain budget, celui de 2026, malgré les déclarations du ministre des Transports qui dit que c'est nocif, la hausse des taxes pour votre activité. Est-ce que vous craignez d'être à nouveau mis à contribution pour l'année prochaine? Nous craignons, parce qu'on sait que
il y a un manque d'imagination en matière de fiscalité. On connaît tous l'équation budgétaire des 40 milliards d'euros et nous allons être extrêmement vigilants et intensifier notre lobbying pour ne pas subir à nouveau une hausse de taxation qui ne ferait que pénaliser encore plus le pavillon français. Une fois qu'on s'est dit tout ça, quand on lit la Tribune dimanche ce week-end et qu'on lit que le ministre de l'économie fait appel au patriotisme économique des patrons dont il manquerait ces derniers temps, il répondait notamment aux critiques de Bernard Arnault ou du patron de Total Énergie. Comment vous recevez cette critique? Alors, en tant que président de Corsair, je m'estime assez irréprochable, puisque par exemple en matière de flotte, nous avons fait le choix de nouer des partenariats forts avec des entreprises de l'écosystème français et européen. Nous, nos partenaires, ils s'appellent Airbus, Safran et Thales, par exemple, et tous nos principaux fournisseurs sont basés en France. Bon, deuxièmement, je dirais qu'il est plus facile d'être patriote si on avait un niveau de taxation moins élevé, parce qu'il faut reconnaître que nous taxer, c'est aussi nous handicaper pour le renouvellement de nos flottes, c'est nous handicaper pour tous nos efforts de décarbonation, donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors sur les efforts de décarbonation, quand on voit là le niveau du pétrole qui a beaucoup baissé, est-ce qu'il faut continuer ou est-ce que ça rend moins intéressant de pousser les carburants durables, d'aller chercher des avions qui consomment moins d'énergie? Absolument pas, ça c'est une position intangible. Tout le secteur aérien français et international est engagé dans l'objectif de décarbonation. Vous savez que le zéro émission nette en 2050, on ne reviendra pas sur cette feuille de route et nous sommes fermement décidés à tenir tous nos objectifs de quotas d'incorporation de SAF et de modernisation des flottes. Flotte que vous avez, vous, particulièrement moderne, parce que vous avez les derniers A320 Neo. A330 Neo, voilà. Donc toute la flotte est composée d'appareils de dernière génération, alors que vous savez qu'au niveau mondial, c'est seulement 35% de la flotte qui est composée d'appareils de dernière génération. Donc ça, évidemment, je m'en félicite, parce que nous avons aujourd'hui la flotte la plus jeune sur le marché français, une des flottes les plus jeunes et les plus modernes dans le monde. Et quand je constate toutes les tensions, vous savez, sur la chaîne d'approvisionnement logistique de l'aéronautique, quand on voit tout le sujet des droits de douane qui vont perturber tout le marché aéronautique avec un renchérissement du prix des avions, des pièces détachées, etc., je me félicite, si vous voulez, d'avoir parachevé cette modernisation qui était, je le rappelle quand même, un pari assez osé, puisque nous avons décidé ça en pleine crise Covid. Nous sommes allés à marche forcée, puisqu'en à peine plus de 3 ans, on a renouvelé la totalité de la... Donc là, vous avez été livré entièrement, c'est-à-dire que vous n'attendez plus d'avions et dans les commandes futures. Le dernier Airbus A330 Neo a été livré le jour de Noël, donc c'était un beau cadeau. Et donc maintenant, on peut tirer parti, si vous voulez, de ce que ça nous apporte en matière d'attractivité la commerciale, puisqu'on a des cabines du dernier cri, en matière d'optimisation de la performance économique, puisqu'évidemment, un seul type avion, ça veut dire simplification, rationalisation, économie d'échelle, synergie. Je vous donne 2 exemples. En matière de maintenance des avions, tout est standardisé. En matière de formation des pilotes, nous avons une seule qualification. Et puis en matière de décarbonation, je suis assez fier de dire que nous sommes leaders en matière de décarbonation. C'est quand même 25% de réduction des émissions de CO2 par siège et 60% de moins de réduction des nuisances sonore. Donc voilà. Vous vous dites, d'ici combien de temps j'ai pas besoin de racheter d'avion? C'est-à-dire que ça tient combien de temps avec cette flotte-là? Ça tient une douzaine d'années. D'accord. Une douzaine d'années, et puis après vous avez des nouveaux modèles qui sont encore plus performants. Les cabines deviennent un petit peu fatiguées. De toute façon, on les aura déjà rénovées auparavant, mais ça tient de 10 à 12 ans. Voilà. Est-ce que vous auriez envie de faire de la politique quand vous voyez Elon Musk qui s'est lancé aux États-Unis, qui là annonce cette nuit qu'il va encore tenir quelques jours et puis après il va se consacrer à Tesla qui a besoin de remonter sa valorisation? Ça vous intéresse ou pas? Alors absolument pas. Ça aurait pu m'intéresser peut-être étant plus jeune, mais maintenant je suis trop pris par mes activités. Je vais vous dire, je pense que quand on est président d'une entreprise, c'est un job à plein temps et on ne peut pas faire de la politique. Par ailleurs, on voit que les prises de position que l'on peut avoir, elles nuisent à votre business. Et lui, c'est ce qui se passe. Il y a un effet Tesla répulsif. Donc, je vais vous dire, je n'ai ni le temps ni l'envie de me lancer dans la politique. Et pourtant, vous voyez, il y a quand même pas mal de patrons, notamment quand ils sont auditionnés au Sénat, qui prennent des positions assez fortes. On a vu le patron de Safran dernièrement dire « Moi, dans une ville écolo, je n'irai pas m'installer ». Il y a quand même des soubresauts, des envies. Il faut
rester dans son business, ne pas aller sur d'autres sujets? Non, mais attendez, moi je ne critique pas ce genre de prise de position parce qu'elles sont tout à fait naturelles. Vous n'allez pas vous installer et procéder à des investissements dans des villes où vous n'êtes pas le bienvenu et où vous n'êtes pas désiré. Donc ça me paraît évident. Bon, de là à basculer dans une carrière politique, vous voyez, c'est quelque chose de très différent. Chaque patron défend son business. Ça peut l'amener à avoir des prises de position, par exemple, contre la taxation, contre plus de libéralisme dans le secteur économique, etc., etc., contre, au contraire, défendre parfois la souveraineté nationale. Mais, je veux dire, chacun reste dans son domaine. Merci beaucoup, Pascal de Izaguirre, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.